à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Sémaé pour une émission consacrée à l'eau et au changement climatique. Vous le savez évidemment, l'eau est un bien de plus en plus rare, de plus en plus précieux sur la planète. Il faut savoir le consommer avec vraiment beaucoup de respect. Le monde de l'agriculture, bien sûr, se préoccupe de ce problème-là et on va en parler sur ce plateau avec 6 invités. Tout d'abord à ma gauche, Fabien Robert, bonjour. Vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation d'Astredor. Astredor qui est un institut technique agricole et en l'occurrence l'institut technique de la filière horticulture, fleuristerie et paysage. L'eau évidemment, ça vous concerne également. Tout à fait. À vos côtés, Philippe Henbert, vous êtes producteur de blé, je crois, de maïs aussi, de colza, de lin, de seigle. Où ça ? Près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Parfait, merci. Julien Di, vous êtes député de l'Aisne. Vous êtes aussi, en cette période de campagne électorale, le co-responsable du programme agriculture de Valérie Pécresse, c'est cela ? Tout à fait. Et je crois que l'eau, ça vous intéresse particulièrement. Vous avez quelques idées précises. Plusieurs rapports à l'Assemblée nationale sur la souveraineté alimentaire ou encore sur la qualité alimentaire. À vos côtés, en face, exactement, André Bernard, président de la Chambre régionale d'agriculture de Sud PACA et vice-président APCA. Voilà, la région PACA, comme d'autres régions de France, évidemment, l'eau, c'est quelque chose de rare et de précieux. C'est indispensable à la vie, c'est pour ça qu'on la gère bien. À vos côtés, Éric Frétillère, bonjour, vous êtes président de Irrigants de France. C'est vous qui êtes un petit peu le robinet de la gestion de l'eau, on va dire, quelque part, un peu ? Oui, c'est ça. Et puis vice-président d'Irrigants d'Europe également. Et agriculteur en première, dans le sud-ouest de la France. En première intention, évidemment, comme c'est souvent le cas dans l'univers des professionnels. Et à vos côtés, enfin, Éric Frétillère, bonjour. Vous êtes, Jean-Albert Fougereux. Vous êtes directeur technique de la FNAMS. On rappelle ce qu'est la FNAMS. Oui, bonjour. C'est la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Alors, avant de voir un reportage qui est intéressant, qui montre comment on arrive aussi à créer des variétés qui sont moins consommatrices en eau, notamment. Jean-Albert Fougereux, une première question générale pour les professionnels des semences. L'enjeu de l'eau, il est multiple en fait. Consommer moins d'eau bien sûr, mais aussi produire des semences qui vont consommer moins d'eau, je crois notamment. Oui, il y a un double enjeu pour la filière semences. Il y a un premier enjeu qui touche la sélection, c'est-à-dire trouver des variétés, mettre au point des variétés qui résistent mieux, qui sont capables de moins consommer d'eau. Et puis il y a un deuxième enjeu qui consiste à produire des semences en utilisant de l'eau rationnée et en quantité suffisante pour assurer le marché et donc approvisionner en semences les cultures de l'année suivante. Ce qui est très intéressant vraiment, quand on se penche un petit peu sur l'univers des semences, de la sélection variétale en particulier, on voit que de formidables travaux sont faits pour avoir de nouvelles variétés qui consomment vraiment moins d'eau. Ça devient un critère sélectif important. Oui, il y a un vrai potentiel d'innovation variétale dans le domaine de la résistance à la sécheresse. Mais à côté de ça, il faut bien reconnaître que la génétique ne fera pas tout en matière d'usage de l'eau. Alors, je vous disais, on va montrer un reportage. Pour Village Semences, on a fait un petit tour de France chez différents producteurs. Là, je vous propose d'aller dans l'est de la France, chez Arvalis, pour voir comment ils travaillent sur les grandes cultures et les fourragères qui, notamment, consomment moins d'eau. On regarde et on se retrouve juste après. On est à Saint-Hilaire-en-Ouavre, une des 27 stations régionales d'Arvalis, Institut du végétal, sur lequel on va travailler à la fois sur les grandes cultures, mais également sur les fourrages. L'objectif d'Arvalis, c'est d'acquérir des références pour une agriculture qui soit rentable pour les agriculteurs, qui répondent à la demande des marchés et des filières, qui soit moins dépendante des intrants et derrière qui respecte l'environnement en favorisant notamment la biodiversité. On va tester un certain nombre d'innovations, notamment des innovations en matière d'espèces et de variétés, aussi bien en grande culture qu'en fourrage. On va également tester des innovations en matière de lutte phytosanitaire, au niveau de la fertilisation des cultures, ça sur une démarche analytique, et puis à l'échelle plus d'un système de culture, on va tester par exemple des innovations en matière d'intégration de nouvelles cultures dans une rotation pour allonger les rotations. On peut penser par exemple à l'intégration de cultures fourragères dans des systèmes céréaliers.
Alors, ce qui va être important quand on va comparer différentes espèces, par exemple, hein, c'est de voir un peu quelle est la capacité de ces espèces à s'implanter dans une région comme la nôtre, avec un contexte pédoclimatique qui est très spécifique, hein, avec un climat qui peut être relativement froid l'hiver, humide sur la période de printemps, et par contre chaud et sec sur la partie estivale. Et l'objectif, c'est de vérifier effectivement ces espèces, est-ce qu'elles sont bien adaptées à ce contexte pédoclimatique. Donc d'où l'intérêt d'avoir cette station expérimentale régionale qui répond à la demande des agriculteurs de la région. Alors ces références, elles sont à destination en premier lieu des agriculteurs de la région pour répondre à leurs attentes et notamment voilà, des attentes en termes de production de fourrage en conditions climatiques difficiles. Ces données, comment on les acquiert, hein, on va les acquérir en mettant en place des dispositifs expérimentaux comme celui qu'on a derrière, donc dispositifs en micro parcelles sur lequel on va venir faire des mesures notamment de rendement. Donc au moment des récoltes, on va venir faire des prélèvements pour avoir une idée des rendements. On va venir réaliser donc des échantillons qu'on va envoyer donc au laboratoire pour analyse et ainsi déterminer les valeurs alimentaires de ces différents fourrages. On peut avoir des résultats annuels effectivement sur une première année, mais souvent ce qui va être important c'est de renouveler ces expérimentations sur plusieurs années pour prendre en compte l'effet année, puisqu'on peut avoir des années qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas du tout au niveau du climat. Et donc très souvent ces essais vont être menés plusieurs années de suite pour pouvoir justement prendre en compte cet effet année et pouvoir tirer des enseignements de différents types de conditions climatiques. Donc au niveau du contexte, au niveau des prairies, et notamment ici quand on est en Lorraine, on est sur des prairies permanentes qui ont tendance à se dégrader d'année en année, soit parce que d'ailleurs il y a des problèmes en termes de conduite de la prairie, mais également en termes climatiques hein, qui ont quand même relativement affaibli nos prairies, avec des étés qui ont été relativement secs, et donc derrière des prairies qui se sont dégradées. Suite à cette dégradation des prairies permanentes, on a beaucoup de demandes d'agriculteurs pour voir dans quelle mesure on peut arriver à rénover ces prairies et les rendre productives. Et donc d'ailleurs, on teste grandeur nature également hein, sur nos parcelles un certain nombre de techniques de rénovation de prairies, que ce soit du ressemis, que ce soit du sursemis. Donc on teste différents types de matériel, mais on va également tester différents types d'espèces qu'on va implanter dans ces prairies, avec l'objectif d'avoir des prairies qui soient beaucoup plus pérennes, mais également beaucoup plus productives en période de sécheresse, et donc derrière la réimplantation d'espèces comme des fétuques, comme des dactyles, qui auront cette capacité à résister aux sécheresses estivales. Donc c'était un exemple concret dans l'Est de la France qui, je pense, hein, est assez démonstratif de ce qui est mis en œuvre. Fabien Robert, vous êtes donc directeur de la recherche et de l'innovation Astredor, un institut des professionnels du végétal. Vous aussi, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous travaillez sur quelques points particuliers pour cultiver, produire en consommant moins d'eau. Allez, on revient un petit peu sur quelques exemples concrets, quelques solutions. Rapidement, effectivement, on a plusieurs mesures en fait de progrès sur ce volet-là. C'est tout d'abord travailler les systèmes d'irrigation en eux-mêmes, hein, d'avoir des systèmes d'irrigation plus performants, plus efficients, bien entendu. Ensuite, c'est travailler... on tend vraiment chaque goutte d'eau à son importance. Voilà, tout à fait. Ensuite, c'est justement, quand il y a trop d'eau, c'est récupérer l'eau. Donc, c'est tout ce qui est stockage aussi et des systèmes de recyclage, sachant qu'on a des systèmes de production un peu particuliers, puisqu'on a des systèmes qui sont fermés, clos, etc. pour certains. Et du coup, on peut travailler vraiment en recyclage des effluents de culture, contrairement à du plein champ, par exemple, ce qui est moins possible. Donc on a ces systèmes-là. Ensuite, on va travailler bien sûr sur les itinéraires techniques eux-mêmes, ombrage, paillage, des choses comme ça, pour limiter l'évapotranspiration au niveau de la plante. Une solution relativement simple, finalement, pleine de bon sens. Bon sens paysan, tout à fait. Et quatrième mesure, c'est tout ce qui concerne le travail sur la plante elle-même, hein. Mon collègue en a parlé, hein, c'est effectivement un travail sur la plante dès la graine, mais nous, on évalue aussi la plante après en utilisation aussi, parce qu'on a une particularité dans notre filière, c'est que la plante continue à vivre aussi chez l'utilisateur. Hein, les arbres d'aliments qu'on trouve en ville, etc. Donc c'est aussi un travail en amont pour permettre à cette plante de bien réussir après dans son milieu. Pour résumer votre concept, il n'y a pas une solution magique, il y a plein de petites solutions déjà existantes parfois qui, mises bout à bout, permettent d'économiser cette précieuse ressource. Absolument, tout à fait. Hein, c'est l'accumulation, hein, chaque goutte d'eau fait la rivière, hein, c'est le même concept pour préserver la ressource eau justement. Philippe Henbert, producteur notamment, je le disais, de blé, de colza, de lin, de seigle
en région Grand Est. Vous, comment est-ce que vous percevez ça? Comment est-ce que vous vivez ça, ce réchauffement climatique? Est-ce que vous avez vous-même des solutions mises en œuvre à préconiser aussi pour économiser cette ressource et s'adapter? On s'est adapté, on laboure moins à l'automne, on travaille moins le sol et on fait tout pour ne pas dessécher la terre avant d'implanter une culture ou d'hiver, voire de printemps. Moins travailler le sol, le laisser à l'état naturel, qu'est-ce que ça apporte en quoi est-ce que ça conserve l'eau, protège, en quoi ça réagit? Concrètement, à l'automne, derrière un colza ou une culture d'été, on ne laboure plus, on travaille le sol de façon plus superficielle et on passe le moins souvent possible et puis on plombe le sol après, le SPI. Vous êtes, je crois aussi, je ne l'ai pas précisé, en zone vulnérable et captage. Alors, oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une zone vulnérable, c'est un bassin versant qui alimente en eau potable un puits, ouais. Et dans lequel le taux de nitrate augmente légèrement ou dépasse certains seuils. Donc là, votre exploitation finalement se trouve à un endroit où l'eau de pluie va tomber, va s'écouler pour ensuite devenir de l'eau potable. Donc vous avez des obligations plus importantes pour faire attention à l'eau, quoi, c'est ça? Oui. On doit semer des cultures intermédiaires tout simplement à l'automne entre une récolte d'été et un semis de printemps. Et ces techniques que vous mettez en œuvre justement pour préserver le couvert, etc., ça fonctionne? Ça ne vous empêche pas, vous, de produire, de travailler normalement? Ça nous donne plus de travail. C'est sûr qu'implanter une culture intermédiaire, il faut l'implanter, il faut le faire correctement. Enfin, moi, j'attache beaucoup d'importance à le faire correctement pour qu'elle se développe bien à l'automne, pour capter le plus possible de biomasse. Puis on adapte le mélange de graines par rapport au semis qu'on va faire après, quoi. Julien dit, vous n'êtes pas agriculteur, on est d'accord, sauf erreur de ma part? Non, mais je suis issu d'une famille d'agriculteurs et mon frère est agriculteur. D'accord, donc l'univers ne vous est pas totalement étranger. Un premier regard comme ça, général, sur cette problématique, le réchauffement climatique, ça, aujourd'hui, je pense que c'est clair pour tout le monde. Cette rareté de l'eau et comment est-ce que le monde agricole doit, lui notamment, mais pas que, bien sûr, en prendre soin. Il y a deux choses. La première, c'est de restaurer la confiance dans la science. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on a des instituts techniques qui font du travail de qualité, que ce soit sur d'ailleurs l'approche de la gestion de l'eau, et ensuite des instituts qui travaillent sur les nouvelles variétés, la sélection variétale, quelle qu'elle soit liée à la génétique ou pas. Et tout ça, c'est important d'avoir, quand je dis remettre la science au milieu du débat, c'est de refaire confiance à la science, c'est de créer ce lien. On l'a vu sur plein d'autres sujets d'actualité, que la science était malheureusement rejetée ou en tout cas contredite. Et je pense qu'en fait, il faut l'avoir à l'esprit. Moi, je fais confiance à la science. Je pense que les pouvoirs publics, en général, font confiance à la science. Le législateur fait confiance dans la science et c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que c'est une des réponses aux enjeux qui sont devant nous. Et à partir de ça, faire de la pédagogie. Absolument. Qui est fait, notamment ici au Salon de l'Agriculture. Est-ce que font finalement chaque agriculteur, on a des tables rondes où on en reçoit qui font même du tourisme à la ferme, qui accueillent pour montrer, comme vous le dites, monsieur le député, aussi la réalité du terrain et c'est important d'avoir ce contact. C'est la deuxième chose. C'est de faire, je parle de la science, et après c'est de faire confiance aux acteurs qui connaissent. Les agriculteurs, ils sont au quotidien. On parlait de bon sens paysan tout à l'heure, mais bon sens, c'est juste la logique, quoi. C'est d'être à l'écoute aussi des acteurs de terrain, de ne pas opposer les populations, de ne pas opposer le consommateur, le citoyen à l'agriculteur, aux scientifiques. Et c'est d'où l'intérêt, vous avez utilisé le bon terme, de la pédagogie. Alors, je reviendrai avec vous sur un sujet qui vous tient à cœur, c'est le stockage de l'eau. Je sais que vous avez quelques idées à soumettre. En face de vous, André Bernard, je le disais, président de la Chambre régionale d'agriculture PACA. Vous avez aussi travaillé sur le Varenne de l'eau, je crois. Une partie du Varenne de l'eau. Un petit peu sur l'atelier. On rappelle peut-être ce que c'est que ce Varenne de l'eau. Le Varenne de l'eau, ça a été voulu par le gouvernement. Le micro bien près de la bouche, merci. Le Varenne de l'eau, ça a été voulu par le gouvernement pour travailler sur les changements climatiques. Le premier atelier, c'était sur la mise en place d'une réforme du système assurantiel calamité. Le système qu'on a actuellement, il est complètement dépassé. Donc effectivement, il y a une loi qui vient d'être votée et qui est en train de se déployer et qui devra être opérationnelle au 1er janvier 2023, qui va faire appel à des financements par les agriculteurs de mobilisation de la PAC et la solidarité nationale en cas de pépin majeur. Mais ça, c'est l'assurance. Après, il y a l'atelier 2 qui était sur tout ce qui est
l'adaptation par les pratiques de l'agriculture au changement climatique, par des variétés, par des systèmes de conduite, le non-labour, le couvert végétal, les systèmes plus innovants qui vont jusqu'à des ombrières sur les cultures pour limiter l'évapotranspiration. Ce qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission. L'atelier 3, qui était justement là, plus sur la mobilisation de la ressource. Et bon, j'ai piloté le groupe Corena sur la gestion de la ressource auparavant. C'est mettre en place des aspects réglementaires pour que les décisions qui sont prises ne soient pas attaquables de façon inutile par un tas d'ONG qui n'ont pas fait confiance à la science, ne font pas confiance aux professionnels et se permettent de faire un peu tout et n'importe quoi et d'entraver la compétitivité de l'agriculture française qui doit répondre aux défis du changement climatique et répondre à la souveraineté alimentaire. Donc effectivement, le Varenne, il est très important. On en est à une étape. Il faut poursuivre. Et je dirais qu'au-delà de l'aspect réglementaire, maintenant, il faut surtout travailler à la mobilisation des moyens européens pour financer les projets, comme le ont fait les autres pays européens du Sud. On est en retard sur ce sujet-là ? On a 30 ans de retard. 30 ans. Oui, parce que les Espagnols, les Portugais, les Grecs, les Italiens, les Hollandais ont mobilisé les fonds européens pour faire des investissements structurants, pour stocker l'eau, la desservir, la rendre utile. Nous, on la laisse couler, elle inonde, on n'est pas capable d'en prendre un peu pour la garder quand c'est nécessaire. On a un grand chantier devant nous pour sauver la capacité alimentaire de ce pays. Et après, si vous permettez, je dirais qu'il y a un véritable travail à faire, et c'est ce que nous faisons dans le Sud, parce que chez nous, l'eau elle est indispensable à la production. Depuis les Romains, on irrigue, les papes nous ont laissé des canaux, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a des techniques d'irrigation très sophistiquées, avec du goutte à goutte, avec du pilotage, avec des sondes capacitives, avec de la gestion, du fractionnement à l'irrigation 4 fois par jour. Parce qu'actuellement, j'arrose 4 heures par jour, mais avec le système automatisé, je vais arroser 4 fois une demi-heure. 4 fois une demi-heure, c'est la moitié moins. Voilà, donc on a des chantiers devant nous, mais pour ça, il faut que le plan de relance, il faut que les investissements que nous devons faire soient accompagnés au même titre que la recherche et la formation des agriculteurs. Avant de passer la parole à Éric Frétillère, président de Irrigants de France, j'ai une question peut-être naïve, pardonnez-moi, mais sur les routes de France, quand on se promène, parfois, en pleine journée à 15 h, on voit des grands asperceurs qui arrosent des hectares comme ça. Le citoyen lambda que je suis se dit, il est 15 h en plein soleil, on arrose. Je me trompe. Et quand on arrose les pelouses avec des ronds-points, ça gêne personne. Alors, entre une surface... bon, rentrons pas dans le débat, mais la gestion de l'eau, je pense que là-dessus, tout le monde est unanime. La gestion de l'eau est importante et le bon timing pour arroser. Mais bon. Alors, Éric Frétillère. on est souvent interpellé justement sur cet aspect-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'évaporation, entre une irrigation de nuit et une irrigation de jour, il y a un delta de 3-4%, c'est très faible, c'est beaucoup moins. Par contre, c'est le vent qui a une incidence très importante parce qu'il déplace l'eau. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles il y a peu d'incidence. La première raison, c'est que l'eau est froide. Donc, pour qu'il y ait de l'évaporation, il faut de l'eau chaude. Vous savez, le principe de l'évaporation, il faut que l'eau, elle chauffe. Donc, l'eau est froide. Ensuite, la deuxième raison, c'est que les gouttes d'eau sont très grosses. Qu'elles sortent des canons d'irrigation ou qu'elles sortent des pivots, c'est des grosses gouttes d'eau. Donc, il y a moins d'évaporation. Il n'y a pas d'évaporation. Et la troisième raison, c'est qu'elles sont très proches du sol et elles tombent très vite sur le sol. Donc, ces 3 raisons font qu'il y a très peu voilà, on a fermé la parenthèse et on m'avait apporté peut-être à d'autres personnes qui écoutent une réponse à mon questionnement. Au-delà de ça, comment est-ce que Irrigants de France, effectivement, se positionne par rapport à cette problématique de la gestion, du stockage, de la distribution de l'eau? Vous êtes un acteur, je disais, vous êtes un peu le robinet général. C'est important d'être le robinet général et de voir comment est-ce que vous percevez ça d'une manière générale. Tout à fait. Alors, j'étais également présent au niveau du Varenne de l'eau, qui a été un enjeu politique absolument majeur. Alors, je trouve tout à fait intéressant tout ce qui a été dit, parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait, on l'a vu au niveau de la recherche, au niveau des agriculteurs, mais de toute façon, pour produire, il faudra de l'eau. Alors, je voulais juste rappeler un petit bémol par rapport au changement climatique. On est, les agriculteurs, les premiers confrontés au changement climatique. Il y a un réchauffement des températures, c'est certain. La problématique de l'eau, en fait, ça a été rappelé par Jean Jouzel en inauguration du Varenne de l'eau. Le volume d'eau, il va rester constant. C'est un principe d'évapotranspiration. L'eau ne disparaît jamais le de la volume planète. d'eau reste le même. Elle retombe. Il n'y aura pas moins d'eau avec le changement climatique. Mais par contre, elle tombe à des périodes différentes. L'augmentation des températures fait qu'il y aura un cycle différent qui va être avec des périodes de ce qu'on vit actuellement, des excès. Mon collègue du Sud, avec les périodes Cévenol, le connaît très bien.
un excès dans les périodes hivernales et des sécheresses en été. Et lorsqu'on dit ça, eh bien la logique veut obligatoirement qu'on aborde le problème du stockage, de retenir cette eau lorsqu'elle est en excès pour s'en servir l'été. Alors, il ne faut pas le faire. Ça a été dit aussi, la problématique de l'eau, c'est une problématique locale. La problématique de la Bretagne n'est pas du tout la même que celle d'André dans le sud-est de la France. Donc, il faut adapter les politiques de l'eau d'un point de vue local. Et donc, le stockage ne doit pas être partout, quoi. Mais si je peux me permettre juste de revenir, il y a d'autres éléments. Il y a le changement climatique. Aujourd'hui, le contexte politique fait que, après le Covid et maintenant la guerre en Ukraine, on s'aperçoit que notre souveraineté alimentaire, c'est un véritable mot, que limiter nos importations et surtout ne pas importer des produits qui ont des contraintes qui sont différentes aux nôtres, ça c'est indispensable. Et pour produire, il faudra de l'eau. Et si on intègre en plus la démographie, il va falloir avoir une politique de l'eau qui soit pragmatique, efficace et qui passera obligatoirement par du stockage. Julien Dive, je voyais réagir effectivement et je sais que vous avez des choses à dire sur le stockage de l'eau. Effectivement, comme vous le disiez, il y a des opposants au stockage de l'eau. Construire des barrages pour stocker des réserves, ça fait débat dans la société. C'est comme toujours pareil, on en veut bien mais pas chez moi. Vous, je crois que vous me disiez en préparant cette émission que vous avez une idée assez précise, c'est aussi favoriser le développement du stockage de l'eau et mettre en place peut-être une artillerie pour éviter que ceux qui sont contre fassent n'importe quoi. Mais reprenez l'actualité, c'était la semaine passée où il y a encore eu des dégradations d'équipements, d'infrastructures, de stockage de l'eau qui ont été saccagés par des militants extrémistes. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'est la réalité. Et c'est quoi leur raisonnement là-dessus? Pourquoi c'est un problème de stocker de l'eau? Parce qu'en fait, c'est juste une question de rationalité. Tout à l'heure, j'ai commencé mon propos en parlant de science, en parlant de raison, en parlant du bon sens de ceux qui savent, de ceux qui sont au quotidien engagés dans leur métier. L'agriculture, nourrir les hommes, c'est pas rien nourrir les hommes, hein. C'est quand même important, je crois que c'est vital même. Donc c'est juste ça, c'est de refaire confiance à ceux qui savent, à ceux qui vivent au quotidien ces actions. Et on a des personnes qui sont embrigadées, je suis désolé d'utiliser des termes un peu forts, mais c'est la réalité, et qui, motivées avec des tutos, vous savez, vous avez des tutos qui sont mis en ligne pour aller couper une bâche, pour aller arracher une bâche d'infrastructure, pour aller détériorer. Non seulement ils se mettent en danger eux-mêmes, mais en plus ils dégradent un bien qui n'est pas le leur, qui est une infrastructure dédiée à l'agriculture. Alors, la question du stockage de l'eau, c'est évidemment investir sur le stockage. Il y a une enveloppe qui est sortie du Varenne de l'eau, 200 millions d'euros. Il faudra bien sûr qu'elle se concrétise rapidement. Il faut d'ailleurs un peu plus, pardon. Pas que pour le stockage. Monsieur Bernard, et pas que pour le stockage, vous avez raison vous voulez de un dire, peu plus ou oui, un peu non, plus globalement, elle sort du oui. Mais il faut qu'il y ait des moyens qui concrétisent l'investissement dans le stockage de l'eau. Et derrière, face à ceux qui viennent détériorer, mais c'est la même chose dans l'élevage, c'est la même chose dans plusieurs domaines agricoles d'ailleurs. Et je crois que c'est ce qui s'est passé hier même sur le salon d'agriculture. C'est de mettre en face un arsenal judiciaire qui pénalise celles et ceux qui se prêtent à ce genre de jeu qui consiste simplement à dégrader les équipements. Éric Frétille, oui, je voulais juste rajouter, effectivement, ça met en exergue la problématique du monde agricole. On est, au niveau de la communication, pas bon, il faut le reconnaître. Et au niveau juridique, on est très fragile parce que c'est deux sujets pour lesquels on ne s'est pas investi. Aujourd'hui, on s'investit, mais avec du retard. Vous parliez de ces ONG qui sont pas si nombreux, mais ils font une communication, ils ont le temps de communiquer, ce qui n'est pas le cas du monde agricole et on prend un retard. On s'investit, mon collègue agriculteur le fait à son échelle, on essaye de le faire au maximum pour faire passer nos messages, mais malheureusement on a du mal à se faire entendre. On fait de la pédagogie aussi pour éviter la violence, on est d'accord. Je pense que c'est important de le dire. C'est pas un contre un et c'est pas parce qu'effectivement certains sont violents et agressifs qu'il faut immédiatement en face. On est d'accord ? Oui. Tout à fait, oui. C'est important, je pense, de le rappeler. Hein. Oui, c'est très, très important. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect juridique. Juridiquement, on s'aperçoit qu'on n'est pas bordé et à chaque fois qu'on est attaqué, on est mis à défaut. Donc ça, c'est un des aspects qu'on travaille aujourd'hui. On s'entoure de compétences juridiques pour pouvoir, dans les démarches à venir, et ça a fait partie de l'objet du Varenne également, de trouver des solutions pour protéger nos AUP, nos OUGC et toutes nos structures irrigantes. André Bernard. Oui, alors pour compléter les propos d'Éric, effectivement, dans le cadre du Varenne, on a vu des évolutions qui vont permettre de consolider les décisions d'attribution de volume d'eau.
Après, je voudrais juste porter 2 chiffres. L'agriculture utilise 3,5% de l'eau qui nous tombe sur la tête chaque année en France. Et notre capacité de stockage est à 4,5% du volume qui nous tombe. En Espagne, c'est 50% de l'eau qui leur tombe sur la tête qui sont capables de stocker. Et au Maroc, c'est 200%. Parce que comme il y a des irrégularités de pluie, quand il y a de l'eau, il la garde. Et il la sortent 2-3 ans après. On a des travaux très importants à mener de ce côté-là qui peuvent être corrélés avec l'atténuation des problèmes d'inondation. Et stocker de l'eau pour protéger les villes, si on en stocke un peu plus et qu'on la ressort quand c'est nécessaire à l'agriculture, tout le monde va s'y retrouver. Cette problématique du stockage de l'eau, elle est au niveau national également, Oui, on la retrouve un petit peu partout, hein. à des niveaux évidemment différents, j'imagine. Voilà, la problématique n'est pas du tout la même. Et le nord, ou l'est et l'ouest n'ont pas exactement Ce qui les est assez mêmes. paradoxal, c'est que le sud-est de la France, qui a le plus besoin d'eau, on n'entend jamais parler de problématiques. Et parce que c'est fait, Il le l'a stockage. expliqué André Bernard. C'est historique, c'est depuis les Gallo-Romains qu'ils ont mis le stockage de l'eau. Nous, quand on remonte, et on va devoir remonter aujourd'hui dans le sud-ouest, demain dans le nord de la France, où il va y avoir besoin de stockage, toi dans l'est, c'est pareil. Et bien là, il va falloir faire de la pédagogie pour faire accepter ça. Je voulais, puisque André donne des chiffres, rappeler, je l'ai dit en présentation, je suis également vice-président d'Irrigants d'Europe. Lorsqu'on se compare aux autres pays européens, on s'aperçoit qu'au niveau de l'abondance en eau, on est le 2e pays européen derrière la Norvège. Au niveau de l'abondance en eau, la pluie qui tombe sur la France. Et au niveau de l'utilisation de cette eau, on se retrouve dans les derniers pays européens. Donc je pense qu'il y a de la marge et il y a possibilité de développer notre agriculture irriguée en France. C'est un vrai sujet, on le sent bien. Philippe Henbert, comment est-ce que vous voyez je ne vais pas dire cette bataille de l'eau, parce que vous êtes à votre échelle finalement, hein. Comment vous voyez la problématique de l'eau au niveau national, vous de chez vous finalement, de vos terres? Finalement, chez moi, dans le nord-est, vous avez tous l'impression qu'on n'a pas besoin d'eau. Mais depuis 2 ans, je ne sème plus de colza parce qu'il fait trop sec l'été et le colza ne lève pas. Vous voyez? Et le maïs, je fais du maïs, grain. Quand il fait trop sec l'été, certes, on n'a pas les mêmes besoins que chez vous, mais ce serait rentable d'arroser un tant soit peu les maïs. Non, la problématique de l'eau, avec le dérèglement climatique, c'est un problème chez tout le monde, hein. Vous croyez aux solutions techniques, aux solutions de bon sens aussi, pour pas régler tous les problèmes, mais une partie des problèmes? Mais dans un premier temps, j'ai entendu parler de génétique. Vous avez entendu, j'ai modifié mon assolement. Après, il y a le problème réglementaire. Là, on attend des choses des pouvoirs publics et les professionnels pour nous défendre juridiquement, pour qu'on puisse investir éventuellement dans du stockage d'eau. Parce que je suis persuadé que d'ici quelques années, même chez nous, on aura Vous aurez le même problème. Jean-Albert Fougereux, directeur technique de la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. La profession en tant que telle, elle souffre de ça, de cette problématique-là, de l'eau en tant que telle. Elle essaye de trouver ses solutions aussi. Je dirais on ne peut pas dire qu'elle souffre vraiment de ça, mais elle angoisse à l'idée de ne plus avoir d'eau. Parce qu'en fait, on ne produit pas de semences en France si on n'a pas accès à l'eau, pour beaucoup d'espèces. Donc si on commence à rationner l'utilisation de l'eau, c'est des contrats de semences qui disparaîtront, et donc des cultures qui ne seront plus possibles pour certains agriculteurs. J'ajouterais que le thème de notre débat, là, c'est changement climatique et eau. Mais il y a changement climatique aussi. Et pour la production de semences, ce n'est pas qu'un problème d'eau. Pour l'ensemble des cultures d'ailleurs. On l'a un petit peu vu dans le reportage où on voit qu'effectivement certaines semences, certaines plantes pouvaient pousser à tel endroit, poussaient jadis à tel endroit. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus pousser. Voilà. Soit il faut de nouvelles variétés, soit il faut les mettre ailleurs. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, on peut considérer que le changement climatique, il est déjà là, à certains égards. En particulier sur la question des aléas climatiques. Et on a un certain nombre de productions de semences en France, des cultures mineures, qui aujourd'hui, qui sont très sensibles aux aléas climatiques. On a beaucoup de petites cultures qui ne sont pas sélectionnées pour produire des graines, mais pour produire une racine, ou pour produire une tige ou une feuille, et pour lesquelles le rendement est très variable. Et en fait, ces cultures-là sont très sujettes aux aléas climatiques, avec des rendements qui peuvent varier facilement de 50% d'une année à l'autre en moyenne nationale. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui pose des gros problèmes d'approvisionnement, de prévision, de mise en terre des productions de semences, et qui interroge sur effectivement
la façon de gérer ces aléas climatiques, notamment en production de semences. Mais c'est un peu vrai pour toutes les cultures. Donc c'est pas qu'une question d'eau. Pour produire, il faut des semences. Si ces semences déjà ont des problèmes pour apparaître, c'est un vrai sujet. Et l'autonomie alimentaire, elle commence par les semences. Les nouvelles technologies, les NBT notamment, alors en synthétisant, certains font malheureusement l'association, je vais m'adresser aux politiques là pour le coup, effectivement entre les OGM, les NBT, en fait il n'y a pas de connexion directe, c'est un vrai sujet. En France aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'en servir en tant que tel. Monsieur le député, quelle est votre approche sur ces nouvelles technologies, les New Breeding Technologies, je crois en France, en Europe, les avis sont divergents. En tout cas, en France, pour l'instant, c'est bloqué. On n'a pas le droit d'en faire. D'autres, ailleurs dans le monde, le font, prennent de l'avance en innovant, je crois, avec des nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse, qui nécessitent moins d'intrants, bref, qui ont pas mal de qualité. Monsieur le député, votre approche là-dessus? C'est la sélection variétale. La sélection variétale, c'est vieux comme l'agriculture d'abord. On a toujours sélectionné des variétés pour pouvoir ensuite cultiver. Et là, on arrive à une sélection aboutie qui travaille justement sur la génétique. La question, c'est de ne pas confondre les OGM avec les NBT. Or, aujourd'hui, dans le droit européen, dans la définition européenne telle que c'est écrit, les NBT sont intégrés dans la définition des OGM. Et il faut modifier. Profitons de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne, pour pousser justement le débat jusqu'au bout. Il y a d'ailleurs des recommandations qui ont été faites par la Commission européenne pour faire évoluer la définition. Et derrière, il faudra aussi avoir ce travail de pédagogie parce que, évidemment, quand vous allez expliquer aux gens dans la rue, aux citoyens, il est très facile de faire le lien et de confondre les deux. Ce n'est pas la même chose. Il suffit, encore une fois, pour s'en convaincre, d'aller se déplacer chez les semenciers et de regarder le travail qu'ils mènent. Maintenant, moi je reviens au discours qui était tenu par la FNAMS tout à l'heure, tout ne passera pas par la sélection variétale. Il y a bien sûr des équipements comme l'infrastructure, etc., les techniques culturelles qui évoluent. Ce n'est pas une solution miracle, c'est une solution sur l'étagère parmi d'autres solutions. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Mais pour cela, pour relever les défis qui sont face à nous, 10 milliards de bouches à nourrir demain, l'enjeu de l'eau, l'enjeu de la réduction des intrants de synthèse, eh bien pour cela, il faut que les exploitants, les agriculteurs aient ces outils sur étagère. Et parmi ces outils figure la question des NBT. Je pense qu'il faut pouvoir percer ce tabou. Un avis des uns et des autres sur ce sujet-là? Oui, écoutez, je pense, on voit aujourd'hui que tout se bouscule, le changement climatique, et il va falloir s'adapter. On a une recherche exceptionnelle en France, et ces solutions sont impératives à intégrer parce que sinon on n'arrivera pas à s'adapter dans le temps. C'est ce que tous les autres pays ont compris et aujourd'hui on prend du retard. André disait 30 ans par rapport à la gestion de l'irrigation, mais aujourd'hui au niveau des New Breeding Technologies on est aussi en train de prendre du retard. Si je peux me permettre de profiter de la présence d'un député politique, il y a un enjeu majeur qu'il faut aborder sur l'eau qui est aussi à l'origine de la complexité, c'est qu'en fait, l'eau, on est rattaché au ministère de l'Environnement et qui a une vision purement écosystémique de l'eau. Et nous, on est agriculteurs. Et dans ce Varenne, une idée qu'on a voulu faire passer, c'est comme l'eau, la mer est gérée, il y a un secrétariat général à la mer. Nous, on souhaiterait qu'il y ait un secrétariat général à l'eau. Parce que l'eau, c'est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Et elle doit être gérée avec, bien entendu, l'environnement, avec l'agriculture, bien évidemment, avec la santé aussi, et que ce soit interministériel. Et ça, c'est quelque chose. Et permettez-moi de compléter, important. Gardons bien le ministère de l'Agriculture d'un côté et le ministère de l'Environnement de l'autre côté. Ne cherchons pas à fusionner les deux, je pense que ce serait une erreur. Oui, exactement. Et pour terminer sur cette vision, on l'a vu, cette volonté de souveraineté alimentaire, il faut qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'alimentation soient reconnues d'intérêt général majeur. Préserver notre environnement, c'est quelque chose de majeur et d'indispensable, ce que font tous les agriculteurs sur leurs exploitations, parce que l'environnement, c'est notre univers et c'est ce qui nous sert à produire, donc on a envie de le préserver. Mais il faut que l'alimentation soit reconnue au même titre que l'environnement pour nous permettre d'avancer intelligemment et ensemble pour préserver notre alimentation, limiter nos importations et avoir une politique de gestion de l'eau qui nous permette de le faire. André Bernard, président de la Chambre régionale d'agriculture PACA. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les aménagements de stockage
Les infrastructures, elles sont multi-usages. Et si tous ceux qui sont venus en vacances dans le sud de la France, vous avez automatiquement bu de l'eau qui a été stockée à Cerre-Ponçon ou dans le Verdon, qui a été distribuée par le canal de la Durance, qui a fait de l'électricité, qui est partagée par une loi avec l'agriculture et les autres usages. C'est ça le multi-usage, c'est ça l'aménagement. Sans le Cerre-Ponçon et sans le Verdon, vous ne seriez pas venu en vacances chez nous, c'est un désert. Personnellement, j'y suis venu cet été, voyez-vous. Donc vous êtes un beau défenseur du multi-usage, du stockage de l'eau. Merci messieurs, on arrive au terme de cette émission. En tout cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose de partagé. L'eau, aujourd'hui, c'est clair, c'est rare, c'est cher, on y fait attention. On a de l'innovation technologique, on a des mesures de bon sens et du réalisme. On a une bonne gestion de l'eau, on a une vision globale et on a une vision aussi régionale. Vous êtes au téléphone, dis donc, vous êtes très demandé. Julien Dive, je me permets de profiter de votre présence ici avec ce qui se passe évidemment en Ukraine à cause de l'invasion russe. Deux questions. Une première question, comment est-ce que la France doit se comporter par rapport au... Je lis aujourd'hui, à ce jour, 450 000 personnes qui quittent le pays malheureusement, qui s'exilent. Comment est-ce que la France, première question, doit se positionner par rapport à ça ? Nous devons aussi d'accueillir ces gens en pleine détresse. Il n'y a qu'un mot, c'est la solidarité. C'est la solidarité, c'est l'Europe, l'Ukraine. C'est la solidarité parce que c'est un pays souverain qui a été envahi et on a des populations qui évidemment vont se retrouver sur les chemins et de l'exode. Ce qu'on a vécu nous-mêmes il y a 80 ans, faut pas oublier qu'à 80 ans, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents étaient sur les chemins de l'exode. Et donc, je pense que c'est la question de la solidarité qui doit s'exprimer. C'est ce qui honore la France. Cette solidarité s'exprime par l'aide alimentaire qui peut évidemment être envoyée. Je crois qu'il y a des initiatives qui se font dans plusieurs villes, dans plusieurs départements aujourd'hui pour envoyer de l'aide alimentaire. Et puis, regardez si on a des Ukrainiens qui viennent en France pour les héberger. Deuxième et dernière question, est-ce qu'on risque de vivre selon vous une sorte de déstabilisation de l'équilibre agricole européen ? C'est fait, vous y êtes, hein, c'est fait, vous avez vu le cours du blé. Sur la même journée, il a fait zig et zag. Sur la même journée, il a gagné, il a reperdu. Et puis aujourd'hui, on sait très bien que l'Ukraine, comme la Russie, représente à peu près 30% du blé tendre mondial. Je parle de blé tendre parce qu'il faut bien dissocier, c'est pas le blé dur avec lequel on fait des pâtes. Non mais c'est important, donc blé tendre. Et évidemment le cours du blé s'il évolue, évidemment si tout ça est chamboulé, bien, c'est aussi d'autres céréales qui sont impactées, y compris pour l'alimentation animale. Merci. Vous vouliez ajouter une toute dernière chose, Éric Frétillère, après on arrête. Oui, justement l'impact est important et c'est là où on s'aperçoit que la France, qui est le premier importateur européen en blé et en maïs, a un rôle majeur pour répondre à cette attente-là. Et c'est à tous les détracteurs qui ne comprennent pas pourquoi on produit pour exporter, voilà la réponse. C'est peut-être pour répondre à un enjeu mondial aujourd'hui et répondre à ça. Merci messieurs d'être venus nous parler de ce sujet, de l'aborder avec nous, l'eau et les changements et le changement climatique, évidemment, un sujet plus que jamais d'actualité. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Merci. Merci.